Une production Binge Audio, évidemment. Le serment d'Augusta, vous le savez si vous suivez régulièrement ce podcast, c'est notre rendez-vous avec l'autrice Olympe de G et le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Dans cette série, on explore les bouleversements et les questionnements qui traversent le monde du soin. Une série dont la seconde saison arrive à son terme avec cet épisode réalisé par Elisa Grenet. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Aujourd'hui, on va parler de la mort, ou plutôt de la vie. Non, on va parler de la mort et de la vie qui dansent ensemble, main dans la main. On est en 1796, à Paris, en 4 de la Révolution. Passionné d'anatomie et de techniques opératoires, le jeune Xavier Bichat pratique des dissections de cadavres humains. Pour s'approvisionner encore, il va jusqu'à se rendre de nuit dans le cimetière Saint-Roch, où il décloue les cercueils, pour ensuite ramener les cadavres sur une carriole bancale jusqu'à son amphithéâtre. Ouvrez quelques cadavres. Vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. Une fois nommé médecin à l'Hôtel-Dieu, Bichat va accomplir jusqu'à 600 autopsies en une année. Son travail immense révolutionne l'étude des prélèvements de tissus et de cellules, ce qu'on appelle l'anatomopathologie ou anapath. Mais son travail a aussi des répercussions philosophiques. Car pour Bichat, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Recherche physiologique sur la vie et la mort, Xavier Bichat. Dans Naissance de la clinique, Michel Foucault explique à quel point cette conception de la vie est une révolution. Avant le travail de Bichat, la mort était comprise comme une étape surgissant après la vie. Bichat donne à la mort une place dans notre corps et dans notre existence. Elle est installée en nous depuis notre naissance. Plus d'un siècle plus tard, le poète et écrivain autrichien Rainer Maria Rilke illustre magnifiquement ce changement de paradigme. Il écrit que l'on contient sa mort comme le fruit, son noyau. Bichat meurt à 30 ans. Il se coupe pendant qu'il découpe un cadavre et une fièvre typhoïde l'emporte. Aujourd'hui, Jean-Claude Ameisen, médecin et chercheur en biologie mais aussi conteur, a en quelque sorte pris la relève de Bichat et de Rilke. Dans son livre « La sculpture du vivant », il explique que nos cellules sont par défaut programmées pour s'autodétruire. Si elles résistent à la mort, c'est parce que d'autres cellules leur envoient des molécules qui lui disent « Reste avec nous !» Si elles ne détectent pas ces molécules, nos cellules se suicident. Et ce suicide cellulaire est indispensable à notre vie. Dans le ventre de notre mère, c'est la mort cellulaire qui sculpte notre corps. Tenez, un exemple. Quand nos mains et nos pieds apparaissent sur nos corps d'embryons, ils ressemblent à des moufles. La mort cellulaire élimine les tissus qui joignent nos doigts et nos orteils. C'est comme ça qu'elle les dessine et les libère. Et c'est pareil pour notre cœur. Il ne peut battre et faire circuler notre sang que parce qu'un vide a été creusé en lui. Nous devons la vie à la mort. Et inversement, la vie en excès, la volonté d'immortalité porte en elle notre fin. Les cellules dont la vie s'emballe, qui refusent de mourir, deviennent tumorales. On les appelle cancers. Pour moi, lire et travailler sur la mort a été étonnamment apaisant. Je me disais depuis petite que la vie est mal faite. C'est vrai quoi, il y a une malfaçon. Pourquoi la douleur ? Pourquoi la mort des uns pour la survie des autres ? Pourquoi la mort tout court ? Mais en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai commencé à caresser une idée nouvelle. La mort n'est pas une anomalie. Ce n'est pas l'événement le plus terrible qui puisse arriver. Ce n'est pas le néant. Et ce n'est pas non plus le contraire de la vie. D'ailleurs, quand on y réfléchit, la vie ne semble pas avoir de contraire. La vie se renouvelle sans cesse. Chaque organisme mort permet la vie d'autres organismes. Le contraire de la mort,
serait plutôt la naissance ou la conception. Quand on est conçu, puis qu'on naît, la vie se matérialise dans notre organisme. Et quand on meurt, la vie se dématérialise de cet organisme pour se rematérialiser dans d'autres. J'espère que ces notions vous font autant de bien qu'à moi. Maintenant qu'on a commencé doucement à parler de la mort, je vous propose d'aller au cœur du fruit, à la rencontre du noyau, et de parler ensemble de ce que ça fait de rencontrer la mort pour la première fois. Le serment d'Augusta, épisode 12. J'écouterai leurs histoires jusqu'au bout. Première partie. Je m'appelle Justine et je suis actuellement en 6e année de médecine. C'était en 2021. C'était mon premier stage en réanimation. Je m'occupais d'une patiente, c'est la toute première patiente que j'ai eue dans le service. Je me souviens que j'avais eu un moment avant de rentrer dans la chambre et je m'attendais à des tubes de partout, je m'attendais à avoir une patiente peut-être inconsciente, quelque chose comme ça. Et en fait, quand je suis rentrée, elle était dans son lit et l'infirmière était en train de lui refaire les pansements. Et en fait, c'est son regard qui m'a marquée, qui était plein de vie, plein de fougue. Je me suis occupée d'elle plusieurs mois où elle était hospitalisée et je suis arrivée un lundi matin et elle était plus dans sa chambre. C'était quelqu'un d'autre. Ça a été vachement dur parce que c'est comme si elle avait jamais existé. Voilà, on a fait le tour, on a commencé à parler d'autres patients. Il y avait plus son nom nulle part, elle était plus dans la chambre et voilà. Je me suis mise dans les vestiaires et j'ai pleuré. Et il y a une infirmière qui est venue me voir et qui m'a dit mais tu sais Justine, il va y avoir des patients qui vont te marquer, que tu vas porter avec toi toute ta vie, et d'autres où ce sera plus facile et tu t'en souviendras pas forcément, et que on était là en tant que soignants pour accompagner les patients, enfin qu'on était là pour les accompagner dans leur vie, et que la mort, ça faisait partie de la vie. Et donc c'était notre rôle aussi. Et que parfois on a l'impression que soigner, c'est guérir, mais parfois c'est juste accompagner aussi dans la mort. Ça m'avait un petit peu aidée de me dire que c'est normal de ressentir ça. Enfin, ça peut être normal de ressentir ça. C'est très particulier en fait de faire le deuil d'un patient, d'une patiente, parce qu'on les a très peu connus, on les a connus d'une manière très singulière, à la fois très intime, parce qu'on connaît plein de choses de leur vie, de leur santé, et c'est vrai qu'ils se confient à nous de manière assez unique. Et en même temps, on les a vus qu'à l'hôpital. En plus, le statut d'étudiant fait qu'on est un petit peu à part. On n'a pas toujours l'impression de servir à grand-chose. On a connu la personne, mais on n'existait pas forcément dans son histoire. Le lendemain, ça allait toujours pas très bien, et le lendemain, j'ai décidé de discuter avec la psychologue du service. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de discuter avec elle. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est qu'elle avait connu la patiente. Donc ça faisait que j'avais quelqu'un à qui parler de la patiente. Je m'appelle Rachel Revelard, je suis doctorante en philosophie de la médecine. Donc je fais une thèse sur les patients fantômes, cette expression qui n'existe pas encore, que j'essaye d'amener. Le premier patient, on s'en souvient, ce premier patient qu'on a accompagné. Et peut-être quelque chose qui est important, c'est d'avoir senti qu'en fait dans la relation, il se passait quelque chose d'unique,
et pas seulement un accompagnement, enfin un soin technique, justement un accompagnement un peu plus qu'un soin technique. Et c'est une infirmière qui m'a raconté son patient fantôme, enfin un de ses patients fantômes, c'est un patient qui est décédé dans ses bras. Et elle me dit, là je vous le raconte et j'ai encore les sensations physiques. Je me rappelais exactement de son souffle qui s'est éteint, de comment moi je me ressentais, de comment j'étais dans la chambre. Donc ça c'est quelque chose d'unique au sens où le patient a vécu cet instant qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie, l'instant de la mort, dans les bras de cette infirmière, et elle s'est sentie unique grâce à ça. Elle m'a dit, celui-là je m'en souviendrai toute ma vie. Peut-être que le point de départ de cette thèse, c'est une amie qui s'appelle Fanny et qui est décédée quand elle avait 18 ans, et j'avais 18 ans aussi, en soins palliatifs après un cancer du cerveau. Et en fait, je me suis toujours dit, est-ce que ces soignants se souviennent de cette jeune fille pleine de vie qu'elle était ? Parce que moi, elle m'accompagne dans mon quotidien, j'en suis persuadée. Pour moi, c'est pas une personne qu'on peut oublier, donc je me dis, est-ce que c'est une patiente qu'on peut oublier ou pas ? Et j'ai espoir un peu qu'elle soit restée une patiente fantôme pour ces soignants. Peut-être qu'on gagnerait, en tant que soignant ou même en tant que citoyen, de lire plus de récits de personnes en fin de vie pour se rendre compte de ce que c'est et justement arriver à mieux les appréhender, mieux les accompagner. Parce que justement, la mort fait peur et que combien est-ce qu'on connaît de soignants qui disent ah non mais lui il est en fin de vie, je vais même plus dans sa chambre parce que je sais pas quoi lui dire. Peut-être juste déjà écouter ce qu'il a à dire, son récit oral, son récit écrit. C'est un médecin de soins palliatifs qui m'a dit, un des premiers accompagnements qu'il a fait, c'était un patient qui allait mourir dans les quelques heures, et toute la famille était recueillie dans la chambre en silence, avec une chambre dans la pénombre. Et lui, il était interne, et il s'est dit, mon devoir, c'est de rentrer dans cette chambre et de faire mon tour médical, en fait, de faire mon rôle d'interne, quoi, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe. Et en fait, il est rentré, il a allumé la lumière, et il a demandé comment ça allait, et il s'est senti pas du tout à sa place. Il a senti que c'était pas ce qu'il aurait dû faire. Il a clairement gâché le moment de cette famille, qui vivait un moment juste de calme et de plénitude presque. Et donc ça, c'est pas une erreur médicale, mais c'est un fantôme au sens où c'est un regret. Il se dit, j'aurais jamais dû faire ça. Et donc ça, c'est une manière pour les fantômes de hanter les soignants, c'est de leur permettre de ne pas refaire des erreurs. C'est comme des phares, des guides. Peut-être que ces patients, ils ont justement un sens, une utilité, un rôle. Ces fantômes, ils sont pas là par hasard. Ces fantômes-là, ils jouent peut-être un rôle justement pour les soignants. Quand une personne arrive à la fin de sa vie, les soignants et soignantes peuvent avoir plus que jamais besoin d'être guidés, que ce soit par les fantômes ou mieux encore, par leurs patients-patientes. Le docteur Atul Gawande, chirurgien, chercheur en santé publique et professeur à l'école de médecine de Harvard, est aussi l'auteur de très beaux livres. Dans son best-seller « Nous sommes tous mortels », il analyse que bien souvent, la satisfaction que l'on a à devenir médecin est liée à la compétence technique. Cette compétence permet de résoudre des problèmes complexes et elle inspire un sentiment d'identité sécurisant. Dans les moments comme la fin de vie, les médecins se retrouvent face à un problème qu'ils et elles ne peuvent pas résoudre. Leurs compétences techniques sont inefficientes. Quand on ne peut pas agir, réparer, les médecins se retrouvent en difficulté. Leur identité même, si intimement liée à leurs compétences techniques, est menacée. Pour le docteur Gawande, cette impuissance des médecins a été à la source d'insensibilité, d'inhumanité et de souffrance. Alors, comment bien accompagner quelqu'un pour qui la médecine technicienne semble impuissante ? Je m'appelle Michèle Lévy-Soussan. J'ai 60 ans le premier jour du reste de ma vie et je vais après 33 ans à la Pitié-Salpêtrière dans un travail de liaison, d'accompagnement et de soins palliatifs. Je vais maintenant poursuivre l'aventure à l'Hôtel-Dieu. Moi, je viens de la médecine interne. C'est ma spécialité d'origine. Donc, c'est une spécialité d'investigation diagnostique. Et j'ai beaucoup souffert de voir des malades rejetés par les médecins qui, sans doute, avaient rêvé de beaux diagnostics, de belles pathologies. Et au terme de ces démarches d'investigation diagnostique,
force était de constater qu'il n'y avait pas derrière de substratum organique, comme on disait, mais pour autant l'expression d'une souffrance dont le médecin ne savait que faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important de se rappeler que quand on est soignant, on est d'abord dépositaire de cette demande d'aide et de l'expression de cette souffrance. La médecine, c'est faire le va-et-vient entre l'objectivation nécessaire, entre la scientifisation et le retour au sujet, au patient, à un sujet d'histoire. Ça remonte déjà sans doute à Claude Bernard, cette démarche d'objectivation nécessaire. C'est la démarche qui vise à identifier ce dont souffre le malade avec des éléments de preuve, avec la remontée depuis le symptôme, ce qu'il apporte, ce qu'il fait souffrir, via le syndrome, l'organisation, l'idée ultime étant de remonter à la pathologie, c'est-à-dire avec une preuve de l'organe lésé, de ce qui peut être observé au microscope. Et donc c'est ça l'objectivation, c'est vraiment cette démarche d'identification des maladies par la preuve qui obsède la médecine. On ne soigne pas des maladies, s'adresse à nous, des femmes, des hommes qui souffrent, donc qui sont malades. Je me souviens toujours d'un malade, je lui demande comment il va, il me dit en un mot bien, en deux mots pas bien. Et j'avais tellement adoré cette façon de me donner de ses nouvelles que je l'avais adoptée. Enfin, ça disait tout. Après, il fallait pouvoir se raconter comment ça va pas. Ça dépend quelle place vous m'accordez. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est deux mots? En faisant du soin palliatif, on vise bien sûr à être dans la vie et à construire avec le patient quelque chose qui a du sens pour lui. Et je me souviens d'avoir prononcé le terme de projet de soins. Projet, alors que il s'agissait d'être accueilli en unité de soins palliatifs. Et j'avais juste pas entendu le décalage entre un terme professionnel, oui, parce qu'on construit un projet de soins, et un mot qui venait de résonner de manière totalement absurde et violente pour la personne. Comment être accueilli en unité de soins palliatifs pouvait être un projet, même de soins. Elle m'a dit, vous vous entendez? Vous entendez de quoi vous me parlez? Vous me parlez de projet? Et voilà, je pense que c'est très important aussi qu'il nous fasse résonner parfois, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire même quand on pense être vraiment au cœur de leurs préoccupations, etc. Vraiment, la langue médicale, elle est quand même très contre-intuitive. On dit que la maladie progresse. Enfin, ça montre bien que c'est quand même une langue qui est quand même construite sur la maladie et pas tellement sur le malade. Donc ça aussi, ça a pu nous être renvoyé. Ah bon, vous trouvez que c'est un progrès? C'est difficile de trouver les mots justes. Parce que le mot « projet », dont parle Michel Lévy-Soussan, et qui a tant agressé sa patiente, ce mot-là a porté un homme jusqu'à sa mort. Cet homme, il s'appelle Nicolas Menet. En 2022, il parlait de son projet de fin de vie dans plusieurs médias. Ici, chez Combini et sur TF1. J'ai 43 ans et je suis atteint d'un glioblastome qui est un cancer du cerveau qui est mortel dans 90% des cas. Personne ne peut vraiment dire combien de temps il me reste à vivre et donc on ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais en tout cas pas beaucoup plus. Et cette incertitude fait partie de ma maladie. La mort est mal connue. La mort, elle disparaît de nos sociétés. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir des projets. Donc j'ai inventé le projet de fin de vie. Je suis malade, je vais mourir, mais bon, moi je vais transmettre mon histoire et ça m'a énormément porté. Au bout d'un moment, on passe dans une autre dimension parce qu'on n'a plus la responsabilité des projets sur du très long terme. On n'est plus obligé d'imaginer sa vie dans 5 ans, 3 ans, 10 ans. On vit là, maintenant, tout de suite. En fait, c'est assez agréable en vrai. C'est tout à coup, on est un peu déresponsabilisé du poids de l'avenir. Et comme l'avenir n'a plus beaucoup de sens, en fait, on vit le bonheur en fait d'être vivant totalement autrement. Et
Il y a le projet de vie d'un côté et le projet de fin de vie, c'est ce que j'essaye de mettre en place pour moi, c'est-à-dire intégrer mes parents, tous mes proches à mon projet, de dire voilà, je vais être de toute façon sédaté à un moment donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voulez que ça se passe? Parce que ceux qui vont souffrir, c'est eux d'abord. Moi, j'aurai des douleurs, j'aurai mal, je vais mourir, je vais dire au revoir à la vie finalement, mais après, c'est eux qui restent, c'est pas moi. Donc c'est un projet qu'on peut faire en commun. Pendant cette période de fin de vie, Nicolas Menet a écrit « Faire le deuil de soi », un livre qui retrace la construction de son projet avec son mari, sa famille, ses amis. Il y partage ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a réalisé. Un mot, projet, et au moins 2 façons de vivre ce mot très différentes. Alors, comment trouver les mots justes pour parler du passage de la vie vers la mort, que ce soit avec les patients-patientes ou avec leurs proches? Il me semble que c'est Nadine Le Forestier qui dit que quand elle est en entretien avec un patient ou une famille, elle essaye de capter le langage des personnes en face d'elle. Rachel Revelard, doctorante en philosophie. De se mettre au diapason de ce langage-là et d'essayer d'utiliser à peu près les mêmes termes. Et c'est peut-être ça les mots justes. C'est les mots justes qui parlent aux 2 interlocuteurs, au moins. On ne peut pas trouver quel est le langage qui correspond à notre interlocuteur si on ne l'a jamais écouté. Puis l'écoute, ça passe pas que par l'écoute des mots, ça passe aussi par l'écoute du langage corporel, je pense. Dans « Nous sommes tous mortels », le docteur Atul Gawande raconte qu'il emmène son père, souffrant d'une tumeur de la moelle épinière, voir 2 chirurgiens. Le premier insiste pour opérer le plus rapidement possible la tumeur. Le deuxième préfère questionner et écouter son père. Atul Gawande relève même que ce médecin a cette habitude propre aux habitants du Midwest d'attendre 1 seconde après que les gens avaient fini de parler pour prendre lui-même la parole, afin de s'assurer qu'ils avaient bien dit tout ce qu'ils voulaient. Cette façon d'écouter du Midwest m'a rappelé les études sur la façon dont les médecins interrompent la parole des patients-patientes. Une étude de 1999, parue dans le JAMA, indiquait que les patients avaient la parole en moyenne 23 secondes avant d'être interrompus par le médecin. Howard Waitzkin est un médecin et sociologue américain. Il suggère plusieurs raisons pour lesquelles les médecins écourtent les récits des patients. L'histoire peut ne pas contribuer au processus cognitif du médecin pour parvenir à un diagnostic. La version du patient peut lui sembler confuse ou incohérente. Raconter l'histoire peut prendre plus de temps que ce qui est perçu comme disponible. Ou certaines parties de l'histoire peuvent créer des sentiments qui sont inconfortables pour le médecin, le patient ou les 2. Le problème, c'est que quand quelqu'un raconte pourquoi il ou elle consulte, son récit a une fin, une conclusion, ça va quelque part. Et les interruptions des médecins détournent les récits des patients de leur fin. Elles finissent justement par donner au récit cette qualité confuse ou incohérente. Une autre étude française, plus récente, se penche également sur les secondes accordées aux patients-patientes. En 2012, la docteure Hélène Stéphan calcule dans le cadre de sa thèse en médecine générale le temps de parole total des patients pendant une consultation. Elle tombe sur une moyenne de 85 secondes, soit environ 11% de la durée de la consultation. Les travaux d'Howard Waitzkin sont intéressants pour n'importe quelle consultation, qu'il s'agisse de la première ou de la 10e avec une personne, qu'il s'agisse d'un rhume ou d'une annonce difficile. D'autant plus lorsqu'on parle d'un sujet comme le temps de vie qui reste et l'approche de la mort. C'est important de laisser parler la personne en face de nous et de l'écouter. Ça marche aussi en famille. Laisser parler, écouter pleinement, nous évite de projeter nos propres angoisses face à la mort sur notre proche malade. Mais pour écouter, encore faut-il engager le dialogue, c'est-à-dire, étymologiquement, le langage à 2. Donc on essaie de poser les questions qui vont générer une communication authentique entre 2 personnes, le soignant et le patient. Mais cette communication, elle peut se dérouler différemment selon la façon dont le médecin envisage son rôle. Emmanuel et Linda Ezekiel, tous 2 professeurs de médecine américains, ont écrit en 1992 un article fondateur sur la relation de soins. Ils distinguent plusieurs modèles, dont les 3 plus importants sont les suivants. Le modèle paternaliste. C'est le modèle le plus ancien et le plus traditionnel. Dans ce modèle, j'incarne l'autorité médicale. Mon rôle de médecin, c'est que mes patients reçoivent les soins que je juge les meilleurs pour eux. Normal, c'est moi qui détiens le savoir et l'expérience. Qui d'autre pourrait prendre les décisions que moi ? Donc, si j'ai une maladie mortelle et avancée, et qu'il y a 2 protocoles de soins disponibles, tu me dis quoi ? Je te dis, on va mettre en place le protocole 1.
Et tu me parles de l'autre protocole existant ou pas du tout? C'est un peu comme je veux. Je te dis ce que je pense que tu dois savoir. Bon, au moins dans ce modèle, je vais pas devenir folle à essayer de choisir. L'enjeu est énorme, mais moi, je suis libérée du poids de la décision. En revanche, si le protocole que tu mets en place ne m'aide pas, que les effets secondaires sont invivables et que je découvre que l'autre protocole aurait mieux convenu à mes attentes pour les mois à venir, je vais me sentir terriblement mal. Trahi, quoi. Bah oui, c'est le risque. Modèle suivant. Le modèle informatif. C'est sans doute le modèle dominant actuellement. Le médecin propose, le patient dispose. Dans ce modèle, je t'expose tout ce que je sais. Les protocoles, leurs noms, les statistiques. Ici, mon rôle de médecin, c'est plutôt de fournir des informations et des compétences. Après, c'est au patient de prendre sa décision, de choisir les examens, les médicaments, les opérations, les risques qu'il accepte ou non. Je souffre encore de la même maladie. Dans ce modèle, tu me dis quoi? Je te dis, voici les effets attendus et les risques du protocole 1. Et voici les effets attendus et les risques du protocole 2. Lequel veux-tu suivre? Ok, c'est autonomie totale. Pour assurer ce rôle d'expert technique, je vais avoir tendance à pousser ma spécialisation toujours plus loin. Je vais en savoir de plus en plus sur la science, mais je risque d'en savoir de moins en moins sur mes patients, puisque je ne leur pose que des questions fermées. Vous voulez 1 ou 2? Et puis ce modèle a un inconvénient important. Beaucoup de patients peuvent avoir l'impression qu'on se désintéresse de leur situation. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge pour eux. Je trouve que ce modèle est pas mal quand le choix est simple. Si un des protocoles est moins efficace, plus risqué, et que certains de ses effets secondaires sont rédhibitoires pour moi, c'est plié. Mais s'il y a 10 protocoles disponibles, chacun avec des effets secondaires et des efficacités très différentes, certains sur lesquels on a beaucoup de recul, d'autres pas, et beaucoup avec des mécanismes d'action auxquels je ne comprends rien, je serais sûrement paumé. Bah oui, il y a un moment où, même en faisant ses propres recherches avec assiduité en tant que patient, on ne peut plus suivre. D'ailleurs, même un médecin d'une spécialité un peu différente serait complètement perdu. Modèle suivant. Le modèle interprétatif. Là, c'est un peu la voie du milieu entre les modèles paternalistes et informatifs. Oui, on pourrait dire ça. Dans ce modèle, mon rôle de médecin est d'aider le patient à définir ce qu'il veut, lui, profondément. Je dois comprendre ce qui compte dans sa vie, ses valeurs, ce qui le rend heureux ou malheureux. Donc là, tu me parles pas des protocoles 1 et 2. Non, je te demande d'abord ce qui compte le plus pour toi. Quelles sont tes priorités dans les mois à venir? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que, au contraire, tu as du mal à supporter? Et ensuite, je te parle des 2 protocoles en te disant lequel peut t'aider le mieux. Toi. Je te donne un conseil. Ok. On décide ensemble, en fait. Oui, c'est une décision partagée. Atul Gawande raconte qu'on lui a parlé du modèle interprétatif quand il était étudiant. Il s'était dit que c'était une bonne façon de travailler avec les patients. Mais c'était resté très théorique pour lui. C'était même devenu un sujet de blague avec ses camarades de promo. Du genre... Des chirurgiens interprétatifs. Au fil du temps, Atul n'a plus entendu aucun médecin évoquer cette idée. Et il l'a lui-même largement oublié. Audre Lorde, lesbienne, noire, féministe, mère, amante, poétesse, comme elle aimait s'appeler, décrit dans son journal du cancer la blessure que lui inflige le modèle de soins paternaliste. Tumeur considérable dans le lobe droit du foie. A déclaré le docteur. Plein de vaisseaux sanguins dedans, ce qui veut dire que la tumeur est sans doute maligne. On va commencer par vous ouvrir le ventre pour voir ce qu'on peut faire. Attendez une minute, j'ai dit. J'ai besoin d'y réfléchir tranquillement et de voir ce qui se passe en moi d'abord. Racisme et sexisme se serrèrent la main au-dessus de son bureau quand il vit que j'enseignais à l'université. Voyons, vous avez l'air d'être une fille intelligente, dit-il, les yeux rivés sur mon sein unique tout le temps qu'il parlait. Ne pas faire de biopsie immédiatement reviendra à vous cacher la tête dans le sable. Puis il déclara qu'il ne voulait pas être tenu pour responsable le jour où je débarquerai agonisante dans son bureau. Audre Lorde décrit comment un modèle interprétatif aurait pu la soutenir à ce moment-là. Voici ce que ce docteur aurait pu me dire pour que je l'écoute. Quelque chose de grave se passe dans votre corps. Et quoi que vous fassiez à ce sujet, vous ne devez pas l'ignorer, ni tarder à prendre de décision, parce que ça ne va pas s'en aller comme ça, malgré ce que vous pouvez en penser. Il aurait pu reconnaître la responsabilité que je détiens face à mon corps. Au lieu de ça, voilà ce que j'ai entendu. Si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis de faire, immédiatement et sans poser de questions, vous allez mourir d'une mort atroce. Dans ces termes-là, exactement.
J'ai eu l'impression qu'on avait tracé une ligne de front à l'intérieur de mon corps. Je trouve qu'il faut quand même garder en tête que le modèle interprétatif n'est pas une baguette magique. Pour ma part, je vois plutôt une navigation entre les trois modèles. Une navigation qui s'adapte à la personne qui vient consulter, qui s'inscrit dans l'histoire et le lien que l'on a créé, et qui est ajustée à l'instant, au moment particulier. Je comprends. Du coup, on peut naviguer entre les modèles avec une même personne en fait. Par exemple, avec ma psychiatre, au début de ma dépression, j'ai pu être en demande d'un modèle informatif. Je lui disais « Ok pour les antidépresseurs, exposez-moi toutes les options ». Et puis j'ai voulu attendre un peu pour choisir. Et je me suis sentie totalement incapable de prendre une décision. Là, j'ai demandé à ce qu'elle passe en mode paternaliste. J'ai dit « Dites-moi quoi prendre, là, j'y arrive plus ». Voilà, c'est ça. Ces modèles de relations de soins sont comme des guides. On peut s'en inspirer, mais je trouve que c'est important de rester humble. On n'est pas dans une binarité entre une bonne ou une mauvaise solution. Il y a autre chose qui me chiffonne dans l'application de ces modèles. C'est comment vraiment déclencher une conversation authentique entre soignants-soignantes et soignés. J'ai lu récemment « J'ai réussi à rester en vie » de l'écrivaine Joyce Carol Oates. C'est un livre dans lequel elle parle de la maladie brutale et de la mort de son mari. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Elle y décrit comment son mari, hospitalisé pour une pneumonie qui l'emportera quelques jours plus tard, se comporte avec les soignants. Ray réagit en interrogeant les soignants sur la pneumonie, sur eux-mêmes, parle de façon à laisser entendre qu'il n'a pas peur, qu'il leur fait entièrement confiance. Comme bien des patients qui souhaitent qu'on les juge agréables, sympathiques, drôles. Il plaisante avec les infirmiers et les aides-soignants. Pendant toute la durée de son séjour au centre médical, il sera apprécié, un vrai gentleman, adorable, drôle, comme si cela devait le sauver. Ray, c'est un peu moi. J'ai aussi cette défense-là quand je suis à l'hôpital. J'ai envie d'être la bonne élève. Dans ces cas-là, comment on déclenche un échange qui va au fond des choses ? On est allé poser la question à une médecin dont l'approche de la relation de soins fait école aux États-Unis depuis les années 90 et inspire l'ouverture de chaires universitaires dans le monde entier. Je m'appelle Rita Sharon, je suis new-yorkaise, je suis écrivaine, je suis médecin. Rita Sharon est une figure internationale de la relation de soins. Elle encourage les soignants-soignantes à pratiquer une écoute radicale. Les patients nous disent des choses de plein de façons différentes, avec des mots, des gestes, des expressions faciales, des odeurs, des silences. Je dois les recevoir et leur donner un sens. Si j'ai fait des erreurs, c'est parce que je n'ai pas assez prêté attention à ce qui était émis. Le questionnaire que nous enseignons aux étudiants en médecine est beaucoup trop étroit. On commence par la tête et on pose des questions sur les yeux, le nez et la bouche. On peut ouvrir ces questions pour permettre d'autres révélations. There are ways to open questions that don't prevent other kinds of revelations. I was teaching a young student how to do an interview, and he was very good at asking all the questions. J'enseignais à un étudiant comment mener un entretien et je me suis rendu compte que s'il ne vivait pas l'expérience d'un patient répondant à une question ouverte, il ne saurait pas ce qu'il manque. He wouldn't know what he was missing. If all he did was say, "Do your eyes hurt?" No. Is your vision okay? Il ne saurait pas s'il se contentait de dire « Avez-vous mal aux yeux ?» Non. « Est-ce que vous sentez des odeurs ?» Oui. « Est-ce que vous pouvez avaler ?» Oui. No. So I'm sitting behind him and Alors je me suis assise derrière lui et la patiente a dit quelque chose du genre « Ah, ça c'était le mois où mon neveu est parti et je n'ai pas pu venir à la consultation. » I said, "Ask him about the nephew." And he looks at me. He says, "Tell me more about your nephew."
Je lui ai dit, demande-lui de parler de son neveu. Et c'est toute une histoire qui s'est déroulée. Cette femme dont le neveu s'est occupé d'elle pendant tout ce temps, et soudain il doit retourner en République dominicaine pour s'occuper de sa mère. Elle est totalement dépourvue, et c'est pour ça qu'elle a du mal à dormir la nuit. Vous voyez ? Parallel play is what children do before they're able to make relationships. Le jeu parallèle, c'est ce que les enfants font avant d'être capables d'établir des relations. Si vous voyez des enfants d'1 an et demi assis dans leur parc, ils jouent avec leur propre cube, mais ils n'interagissent pas avec les autres enfants. But they're not engaging with one another. They're just happily doing what they do. And the notion of parallel play in medicine strikes me that we're both very busy. La notion de jeu parallèle en médecine me frappe parce que nous sommes chacun très occupés. Le médecin est très occupé à établir un diagnostic, lire la littérature, se demander si 2 médicaments peuvent être pris ensemble. Toutes ces choses, c'est notre jeu. Realizing that maybe those 2 medicines shouldn't be taken together. All of these things. This is our play. This is what we do on our side. And then the patient on her side is as busy. De son côté, la patiente est aussi occupée, avec des préoccupations différentes. Qui va payer le loyer, qui va aller chercher Sally à l'école, que se passera-t-il si le médicament ne fonctionne pas? So, to call it parallel play is a way to say we're on opposite sides of some plexiglass. Appeler ça le jeu parallèle, c'est une façon de dire que nous sommes de part et d'autre d'un plexiglas. De notre côté, nous diagnostiquons les patients et de l'autre côté, les patients s'inquiètent. Mais imaginez si le plexiglas disparaissait. Il y a des façons différentes d'écouter. Si on attend la réponse à notre question, c'est plutôt superficiel. That's a rather superficial way. If you ask a question that has Mais si on pose une question qui ouvre la possibilité à de nombreuses réponses, l'écoute doit être très différente. It takes a very different kind of listening. Sometimes I tell the students, sometimes you have to be a dumb listener, like you don't know the answer. Écouter bêtement, sans connaître la réponse. La radicalité, c'est poser une question n'étant pas du tout préparé à la réponse. Les sociétés de gériatrie des États-Unis conseillent de poser cette question à tous les patients âgés. Dites-moi ce qui compte le plus pour vous. C'est une question merveilleuse, non? C'est une question radicale, parce qu'elle n'exclut aucune réponse. C'est pas combien de fois vous allez faire pipi la nuit. Plus vous avez de courage, plus vous pouvez poser des questions telles que « Avez-vous été ignoré par votre système de soins? Avez-vous été ridiculisé par votre médecin ou votre infirmière? » We are up against issues of racism, sexism, bias, right? Il y a des problèmes de racisme, de sexisme, de biais, n'est-ce pas? Il faut se préparer à entendre des choses vraiment douloureuses, hostiles. C'est la partie radicale. Rita Sharon prône une ouverture totale dans la relation de soins. Dans le prolongement de son enseignement, j'aimerais ajouter une notion qui me semble importante, celle de transparence. Ivan Ilitch se voyait mourir et était désespéré. Ce qui le tourmentait le plus, c'était le mensonge. Le mensonge de tous qui s'accordaient à dire qu'il était simplement malade et non pas mourant. Et qu'il n'avait qu'à être calme et continuer son traitement pour se remettre complètement. Mais il savait bien, lui, que tout ce que l'on entreprendrait n'aboutirait qu'à des souffrances, encore plus douloureuses, et à la mort. Ce mensonge le torturait. Il souffrait de voir qu'on lui cachait ce que chacun savait et qu'il savait lui-même. Il souffrait de prendre part à ce mensonge, le mensonge à la veille de sa mort, ce mensonge qui rabaissait l'acte redoutable et solennel de sa mort, au même niveau que les visites, les rideaux,
les esturgeons pour les dîners, faisaient souffrir terriblement Ivan Ilitch. Le mensonge qui l'enveloppait et le gagnait lui-même empoisonnait plus que tout le reste les derniers jours d'Ivan Ilitch. Vers 11h30, le célèbre docteur arriva. Les auscultations recommencèrent. De graves conciliabules s'engagèrent devant le malade et dans la chambre voisine, à propos du rein, de l'intestin, et cela avec un tel air d'importance que de nouveau, au lieu de la question de vie et de mort, la seule importante parut celle des organes, qu'on accusa de ne pas fonctionner comme il faut. La mort d'Ivan Ilitch, Léon Tolstoï. Pour que nous ne sombrions pas, par inconfort ou par peur, dans le mensonge qui tortura Ivan, l'oncologue Rob Buckman et le psychiatre Walter Bale ont créé une carte cognitive. Cette carte trace une route en 6 étapes pour guider les médecins dans l'annonce de nouvelles difficiles. Je trouve que certaines de ces étapes sont aussi très utiles pour nous, les proches des personnes malades. Elles nous permettent d'apprendre à accompagner la nouvelle, à éviter que les sujets du temps de vie qui reste et de la mort deviennent tabous. 1. Préparez-vous. J'aime bien commencer par trouver une salle où on ne sera pas dérangé. J'aime bien aussi inviter d'autres professionnels de santé qui ont suivi cette personne et poser une boîte de mouchoirs sur le bureau. Se préparer, c'est aussi prendre le temps de bien se demander « Est-ce que je suis bien disposé à cet instant T ? Et quelle est l'intention dans ce que je vais dire ?» Ça fait partie de notre rôle de soignant de dire les choses, mais je pense que c'est important de parler en conscience. Idem à la maison. On peut sentir le moment et l'endroit approprié, l'entourage qui peut être souhaitable ou non. 2. Évaluer la perception du patient. Ensuite, je demande au patient « Qu'est-ce que vous avez compris de votre situation ?» Ça aide à savoir d'où on part et on peut commencer à deviner quelles sont ses attentes. Ça, c'est important aussi pour nous, les proches. Par exemple, je pense qu'il est violent de parler à quelqu'un de sa mort si la personne n'a pas prononcé ce mot. On peut plutôt lui demander « Comment tu interprètes ce que t'a dit le médecin ?» 3. Demandez à la personne la permission de parler de la nouvelle. Si vous lui demandez « Êtes-vous prêt à en parler ?» Vous lui donnez du contrôle et vous montrez que vous voulez travailler en coopération. Pour un proche, vous pouvez demander si il ou elle a envie d'en parler après le rendez-vous. 4. Annoncez la nouvelle sans détour. Commencez par une brève déclaration qui permet au patient de se préparer à des nouvelles négatives. Par exemple, la biopsie est revenue. Il y a des nouvelles sérieuses dont nous pouvons discuter. Dire « nous », ça envoie le message que vous faites équipe. Et ensuite, il faut annoncer la nouvelle dans un langage immédiatement compréhensible par le patient. En tant que proche, vous pouvez lui demander quelles sont ses priorités face à la nouvelle, ses craintes et les limites qu'elle met au suivi de son traitement. Ce sont des questions très difficiles à poser. On peut se sentir angoissé en abordant ces sujets, avoir peur de déprimer la personne malade, de la mettre en colère. Mais offrir cet espace de parole peut lui permettre de clarifier ses pensées, ses préférences, et vous préparer, vous, à mieux l'accompagner. Il est possible que cet échange vous apporte de part et d'autre un profond soulagement. 5. Répondez à l'émotion de la personne qui reçoit la nouvelle. Elle traverse sûrement plein d'émotions, qui resteront intenses longtemps après la fin de la visite. N'ayez pas peur d'aller sur ce terrain. Reconnaissez son émotion et donnez-lui de la place. Proche ou soignant, on peut commencer par reconnaître verbalement qu'il y a une émotion, mais sans coller d'étiquette trop précise dessus. L'idée, c'est surtout de faire preuve de curiosité, de montrer qu'on veut en savoir plus. Par exemple, on peut dire « Ça ne doit pas être facile à entendre. » Il faut que la personne sache que vous voulez comprendre son émotion. Vous voulez m'en dire plus ? Vous pouvez aussi renforcer, féliciter. Je suis vraiment impressionné par la façon dont vous traversez ça. Apportez votre soutien. Sachez que je reste là avec mon équipe pour vous aider. Reconnaître l'émotion de quelqu'un, ça ne va pas la faire disparaître dans un nuage de paillettes, mais ça montre que vous vous souciez de la personne dans son ensemble. Après, attendez que le patient soit OK pour la suite. Il peut vous dire Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? S'il ne dit rien, respectez le silence, puis à un moment demandez. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux vous parler des options ? 6. Synthétisez. À la fin de la consultation, résumez la discussion et déroulez de nouveau les étapes à venir. Si vous fournissez un résumé écrit à la fin de la consultation de ce que vous vous êtes dit, en tant que patiente, je trouve que c'est la très grande classe. Bon, pour les proches, vous pouvez vous abstenir. Pour les soignants, de temps en temps,
Vous pouvez aussi vous abstenir de faire la synthèse, car le flou peut être aidant à certains moments. Ce que je trouve important, c'est de laisser la conversation ouverte. Vous vous souvenez, dans l'épisode 7, on ne peut pas tout annoncer et tout expliquer en une fois, même quand la fin de vie n'est plus très loin. Par contre, il me semble important d'être bien clair et précis sur le moment et la façon dont on pourra communiquer à nouveau. Tout ça, ça fait pas mal d'informations. Et à ce stade, ça peut paraître assez théorique. Mais Justine a pu constater à quel point ces conseils permettent une communication fluide et apaisée dans des moments difficiles. Le père de mes cousines est décédé c'était peu de temps avant mon stage en réanimation, où on nous avait appris un petit peu de manière théorique comment faire une annonce de maladie grave, une annonce de décès, et on nous avait dit que c'était important de vraiment dire les mots, de pas trop tourner autour du pot, d'être assez factuel, parce que c'est des moments qui sont tellement compliqués pour les familles à entendre qu'ils ont besoin d'entendre les vrais mots. Il est mort, il s'est passé telle chose. Quelques mois après mon stage en réanimation, le père de mes cousines est décédé et j'ai pu discuter avec elles de comment elles avaient vécu ce moment d'annonce. Et en fait, elles étaient super reconnaissantes de ce moment-là. Ce qu'elles m'ont dit, elles, c'était tout ce qu'on nous avait dit. Ce qui, elles, les avait touchées, c'était tout ce qu'on nous avait appris de comment faire. Et quelque chose qui me paraissait très théorique, elles m'ont dit que ça leur avait fait du bien qu'il y ait une grosse partie de l'équipe. Il y avait un médecin, un infirmier, une psychologue qui étaient là dans une salle qui était dédiée, pas dans un couloir ou même dans la chambre du patient, qu'on leur avait parlé avec des mots qui peuvent paraître durs, mais qui étaient sur le moment les bons, c'est-à-dire les vraies choses qui s'étaient passées. Que voilà, qu'il était dans le coma et que finalement il était mort, et qu'elles avaient eu besoin d'entendre les choses comme ça. Qu'on leur avait laissé des moments de silence, des moments pour pouvoir absorber cette annonce-là. Et toutes ces choses-là, qui pour moi pouvaient paraître comme un petit peu une recette, il faut faire ça, 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 et qui étaient très abstraits, le fait de voir dans le regard de mes cousines à quel point ça les avait aidées, à quel point ça les avait marquées, je me suis dit que, bon, déjà, on nous apprenait pas les choses pour rien, et qu'on pouvait vraiment avoir aussi un impact positif dans des moments atroces comme ça. Dans de nombreuses familles juives, lorsque quelqu'un tombe malade, on lui attribue un autre prénom. Son identité est changée afin d'induire en erreur l'ange de la mort qui aurait la mauvaise idée de venir le chercher. Bonjour, je viens chercher Moshe. Désolé, il n'y a pas de Moshe ici. Ah, autant pour moi, je suis désolé de vous avoir dérangé. Le stratagème prête à rire, mais il énonce une vérité subtile. Le propre de l'humanité est de croire qu'elle peut garder la mort à distance, créer des barrages et des récits, manigancer pour la tenir éloignée, ou se persuader que des rites ou des mots lui confèrent ce pouvoir. Vivre avec nos morts, Delphine Orviller. Le manuel Mastering Communication with Seriously Ill Patients, publié à la Cambridge Press, décline le protocole de Buckman et Bale pour les annonces de maladies fatales et la fin des protocoles de soins curatifs. Le manuel consacre un chapitre à la conversation si délicate autour du pronostic. Le pronostic, c'est vraiment compliqué. Déjà parce qu'il existe plein d'indices pronostiques. Le temps de survie sans symptômes invalidants, la survie globale, la probabilité de survie à 1 an... Et ensuite, parce que les données statistiques ont leurs limites dans le sens où une statistique porte sur le résultat moyen d'une population. C'est pas du tout la même chose que de prédire ce qui arrivera à la personne qui est en face de vous. Et puis il y a des biais. Par exemple, si on annonce une moyenne de 5% de survie à 5 ans, les patients sont la plupart du temps convaincus qu'ils feront partie de ces 5% de chanceux. Et les médecins partagent ce biais d'optimisme. Dans les enquêtes, les patients disent qu'ils veulent beaucoup d'informations sur le pronostic. Par exemple, dans une étude britannique, 87% des patients ont déclaré qu'ils voulaient toutes les informations possibles. Mais d'un autre côté, on sait qu'on peut être littéralement traumatisé par une annonce trop brutale, et qu'il est très important pour chacune de garder une forme d'espoir face à la maladie. Le mieux, c'est de demander à chaque patient « Que souhaitez-vous savoir ?» Et si la personne ne sait pas trop,
On peut la guider en lui disant « Certaines personnes veulent beaucoup de détails, d'autres veulent se concentrer sur la situation dans son ensemble, et d'autres encore préfèrent ne pas parler du tout de ce qui pourrait arriver dans le futur. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux ?» Et il y a des gens qui veulent rien savoir pour le moment. De toute façon, c'est une conversation qu'on ne clôture pas. On essaie plutôt de comprendre le point de vue du patient. Et puis on lui demande la permission de revenir, peut-être, sur le sujet dans quelques temps. Pour la personne qui veut connaître son pronostic, c'est important d'affiner le type d'information qu'elle souhaite recevoir. On peut par exemple demander « Quel type d'information voulez-vous sur l'avenir ?» Et si le patient est bloqué, idem, on essaye de guider un peu. Je pourrais par exemple vous donner des statistiques, ou alors vous parler du pire scénario et du meilleur scénario. Ou encore, parfois, les gens pensent à un événement spécifique dans l'avenir, par exemple un anniversaire de mariage, et ils voudraient savoir s'ils pourront être là. Laquelle de ces réponses serait la plus utile pour vous ? Une fois que la réponse est claire, comme on l'a vu avant, vous annoncez l'information sans détour. Et vous accueillez l'émotion. À 42 ans, ayant grandi dans le confort absolu d'une société d'abondance et de sécurité, éloigné de la maladie et de la mort, je n'ai, comme des millions de personnes de ma génération, aucune conscience que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai l'impression que je suis inébranlable et éternel. En collaboration avec mes proches, ma famille et le corps médical, j'ai choisi d'envisager ma mort comme un ultime projet. Faire le deuil de soi, Nicolas Menet. Donc Jacques Buffia, je suis le mari de Nicolas Menet. On a vécu ensemble près de 20 ans, 20 très belles années. Et donc moi je suis Marion Villez, je suis une amie de toujours de Nicolas. Nous avons le même âge, nous nous sommes construits ensemble, nous avons traversé tous les âges ensemble jusqu'à ce que sa mort nous sépare. Donc c'est l'histoire d'un grand compagnonnage, un compagnonnage de toute une vie. En gros, l'histoire, c'est vous commencez, il y a un truc au cerveau, c'est peut-être qu'un AVC, et puis ensuite, c'est une tumeur, on opère la tumeur, tout est enlevé, mais ça repousse ensuite. Donc, dans un système médicalisé, il y a ce moment où vous vous dites, bon, ok, là, j'ai suivi tous les parcours, et moi, j'ai d'autres choses à faire, non pas que de me soigner, mais que de ne penser qu'à ça, quoi, en fait. C'est ça qui est important. Je me souviens parfaitement que la conversation qu'on a eue à ce sujet, en fait, quand on a vu qu'il y avait une résurgence du cancer, au moment on s'est dit, tous les deux, hein, en discutant, il faut fermer cet épisode-là, on va continuer des soins, mais il faut que la vie reprenne le dessus, c'est-à-dire ce qui reste à vivre reprenne le dessus, quoi. Voilà. Il y a un moment, des gens qui nous disaient il faut se battre, ça commençait à bien nous énerver, quoi. Voilà. Il y a un moment, on se dit les combats d'arrière-garde ne sont pas les bons, quoi, en fait. Et donc ça, il a su emmener tout le monde là-dedans en disant à un moment, la dernière consultation qu'il a eue d'ailleurs ici à la Salpêtrière, c'est sa mère qui l'accompagnait. La seule crainte qu'il avait, c'était que sa mère insiste pour qu'il continue un autre traitement qui avait des effets secondaires importants, auquel il a renoncé en toute lucidité, en fait, parce que, il a dit, bon, il y a très peu de chances, je ne vais pas avoir des effets secondaires qui vont me démolir, je préfère profiter de l'été qui vient pour vivre avec mes amis, ma famille. Ce temps qu'il reste, une fois accepté et en dépit des difficultés générées par l'évolution de la maladie, est aussi un temps où des choses peuvent se passer qui, en effet, sont éloignées des normes sociales, des pressions sociales, et qui peuvent être un temps libéré, justement, d'un certain poids social, de certaines normes sociales, où on est libéré de ces contraintes de construire sa vie, de faire certains projets, etc. C'est ce qu'il explique, et que le combat soit effectivement pas le combat vers une guérison, puisque là, il s'agissait à un moment donné plus de ça, et c'était une évidence, mais un combat pour préparer au mieux sa mort et profiter au mieux des derniers temps de vie. On est dans une société où on oublie qu'on va mourir, déjà pour commencer, puisqu'on n'en parle jamais. Dans le cas d'une maladie qui vous destine à la mort dans un futur proche, on va dire, donc ce qui est important, c'est ce qu'on fait des années, ou des mois, ou même des jours qui restent, quoi. Je crois que ce qui a changé, c'est que ça nous a obligés tous ensemble à réfléchir à
c'est quoi vivre bien un temps où on réfléchit à des choses du style, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire maintenant. Bon, nous, notre conclusion a été de dire rien, en fait, rien de particulier. Ensemble, je veux dire, enfin, on n'a pas eu envie d'aller voir le Grand Canyon ou d'aller voir, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Voilà, il faut examiner, en fait, comment on construit ce temps qui est devant nous quand même et qui reste un temps devant nous. Parler de l'arrêt des soins curatifs avec les patients, c'est une conversation qui fait peur. En tant que médecin, on peut être tenté de transformer cette conversation en discussion technique sur le choix des options de soins. Et là, c'est pas une conversation facile, parce qu'on demande aux patients de choisir entre des options que personne ne voudrait avoir. En tout cas, dans ces moments, il y a une phrase que les patients ne veulent pas entendre. On le sait. C'est « il n'y a plus rien à faire ». Ils ont raison de ne pas vouloir l'entendre, car au fond, il y a toujours plein de choses à faire. L'idée, pour commencer, c'est de rediriger l'espoir de vivre plus longtemps vers l'espoir d'avoir une bonne mort et de bien utiliser le temps qu'il reste. Mais cette réorientation des objectifs, ça ne peut marcher que si on s'appuie sur les valeurs du patient. Et ça demande de lui demander. On ne peut pas rassurer un patient si on ne connaît pas ses craintes. Il faut aussi connaître ce qui est important pour lui. Donc une fois que vous vous êtes assuré que la personne a compris sa situation médicale et qu'elle est prête à parler avec vous de ce qui va suivre, posez-lui des questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Quels sont vos objectifs ? Et si je te réponds « je veux vivre » ? Alors vous pouvez répondre « moi aussi je veux que vous viviez. Et surtout j'ai envie que vous profitiez de votre vie. Dites-moi ce qui vous donne le plus envie de vivre, ce qui est le plus important pour vous en ce moment. » Après vous pouvez aussi demander « quelles sont vos principales préoccupations en ce moment ? En pensant à l'avenir, qu'est-ce qui vous questionne le plus ? Quelle est la partie la moins facile pour vous ? Et pour votre famille ? Qu'espérez-vous ? » Et là, si je te réponds « guérir ». Vous pouvez reconnaître cet espoir puis demander « y a-t-il autre chose ?» Une autre façon de s'en sortir, ça serait de ne pas demander « qu'espérez-vous ?» mais plutôt « quelles sont les 3 choses que vous espérez pour la suite ?» Et puis si besoin, vous pouvez relancer « qu'aimez-vous faire aujourd'hui ?» Ça va vous aider à identifier ce à quoi cette personne tient et comment elle fait face à cette situation. Une fois seulement que vous avez bien écouté, vous pouvez proposer « maintenant que je comprends mieux votre situation, est-ce que vous voulez que je vous fasse une recommandation ?» Mais bon, parfois on peut même se passer de cette étape. C'est pas le plus important. Il arrive qu'on s'arrête après avoir bien écouté. Par la fenêtre, je vois une forêt hétérogène, peuplée de grands arbres majestueux et d'autres, plus petits, qui vivent dans leur ombre. Je distingue aussi un fatras de branches et de troncs morts, souvent frappés par les maladies forestières, qui coopèrent pour soutenir les arbres les plus fragiles. Je suis l'un de ces arbres, atteint d'une maladie mortelle, au cœur d'un écosystème plus vaste. Je suis l'élément qui tient par la force du collectif au milieu d'autres éléments qui continuent dans le présent et pour qui le futur a du sens. Ces pensées écosystémiques m'apaisent. Faire le deuil de soi, Nicolas Menet. I have a very strange name for a physician. C'est Dr Charon. J'ai un nom très étrange pour un médecin. Dans la mythologie grecque, Charon est le batelier qui traversait le Styx. Lorsque vous mourrez, vous montez dans mon bateau et je rame pour vous faire passer dans l'autre monde. J'ai grandi dans une petite ville de Rhode Island. Personne ne connaissait la mythologie, donc personne n'a fait le lien. À l'époque, je suis étudiante en 3e année de médecine dans l'un des hôpitaux de Harvard, et un homme de 26 ans est en train de mourir. Sees my little red name tag on my little white coat and says, "So this is it." Il voit mon badge rouge sur ma blouse blanche et il dit « Alors ça y est ». Et quelques jours plus tard, il est mort. J'ai voulu changer mon nom parce que c'était horrible de penser que ma présence signifiait pour lui qu'il était sur le point de mourir.
Si je n'ai pas changé de nom, c'est en partie parce que je me suis rendu compte, et c'est une vérité très dure, que c'est notre travail de connaître la rivière Styx qui sépare les vivants des morts. And I say this hard truth for any students who may be listening to us. The hard truth is that this is precisely our job, to know that river, the river Styx, which separates the living from the dying. À certains endroits, la rivière est très large. Il y a beaucoup d'espace entre les vivants et les mourants. Et à d'autres, la rivière est très étroite. Les vivants peuvent voir les mourants d'où ils sont. J'ai fini par me dire qu'en tant que médecin, je devais me montrer à la hauteur de mon nom. Je vais bientôt prendre mes fonctions d'interne. Justine, étudiante en médecine. Il va y avoir une première fois pour moi et ça va être dur. Et j'imagine que peut-être ce sera pas parfait. C'est un petit peu triste de se dire qu'il va falloir de l'entraînement pour annoncer la mort. De se dire qu'il va falloir le faire plusieurs fois avant de peut-être être sûr de dire les mots justes. Il y a eu des gens qui m'ont quand même accompagnée, qui m'ont dit des choses, notamment cette infirmière qui m'a aidée par ce qu'elle m'a dit, par les mots qu'elle m'a dit. Et c'est des mots que moi-même je redis à mes amis, à mes collègues, quand eux vivent la même chose. C'est comme un petit peu un cycle qui se répète, comme un petit peu les légendes qu'on se raconte et qui sont transmises par voie orale. Et comme ça, les mots que cette infirmière m'a dit, que peut-être elle avait déjà entendus par quelqu'un d'autre, ils seront transmis à une autre personne qui les transmettra aussi. Au final, c'est des choses qui restent. Quand le temps viendra pour Justine de montrer le rivage de l'autre côté de la rivière Styx à un patient, une patiente ou à sa famille, je suis convaincue qu'elle saura écouter leurs paroles, leurs silences, leurs gestes, leurs espoirs et leurs peines. Et que dans sa quête des mots justes, elle les trouvera, ces mots, justes pour elle et eux. Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation AP-HP, écrit par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosane Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Elisa Grenet et produit par Lorraine Bess. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.